Voici la traduction en français, en un seul paragraphe, avec les noms des personnages modifiés, tout en conservant l'histoire et le déroulement tel quel. La dernière chose à laquelle je m'attendais après avoir embrassé ma femme mourante pour lui dire au revoir, c'était d'entendre des rires. Je venais de sortir de sa chambre d'hôpital, convaincu qu'il ne me restait que quelques jours avec la femme que j'aimais depuis 11 ans. Les médecins avaient dit que son cancer du pancréas de stade 4 s'aggravait et qu'il n'y avait plus rien qu'il puisse faire. Je pleurais si fort que je distinguais à peine le couloir lorsque 2 infirmières ont commencé à chuchoter près du local à fourniture. Puis l'une d'elles a ri et a dit quelque chose qui m'a glacé sur place. Elle va vraiment aller jusqu'au bout. Je suis resté appuyé contre le mur, complètement figé. L'autre infirmière lui a immédiatement dit de se taire, mais j'ai alors entendu 3 mots qui ont changé toute ma vie. La 2e biopsie. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Ma femme était en train de mourir. Pourquoi y aurait-il une 2e biopsie? Et qu'est-ce qu'elle voulait dire par « aller jusqu'au bout » ? Je m'appelle Daniel Moreau. J'avais 44 ans et je possédais une entreprise d'électricité à Sacramento. Émilie et moi étions mariés depuis 11 ans. Nous avions construit notre vie à partir de rien. Nous avions acheté une maison, développé mon entreprise et traversé ensemble tous les problèmes ordinaires de la vie. Je lui faisais entièrement confiance. Cette confiance avait commencé à vaciller 3 mois plus tôt, lorsqu'Émilie s'était assise en face de moi à la table de notre cuisine et m'avait annoncé qu'elle avait un cancer de stade 4. Je me souviens exactement de cet instant. Mes mains étaient devenues engourdies. J'avais laissé tomber la facture que je tenais et je m'étais agenouillé à côté d'elle. Elle avait pleuré contre mon épaule et je lui avais promis de rester jusqu'à la toute fin, et j'ai tenu ses promesses. Je l'emmenais à ses rendez-vous, je restais à ses côtés pendant les traitements. Je dormais sur des chaises d'hôpital et j'écoutais son oncologue, le docteur Julien Morel, expliquer à quel point la maladie progressait rapidement. Mais après avoir entendu ces infirmières, j'ai commencé à me souvenir de choses que j'avais ignorées. Émilie s'était soudainement intéressée à notre assurance vie. Elle m'avait demandé qui était le bénéficiaire et si quelque chose avait changé depuis notre mariage. Elle semblait également étrangement à l'aise chaque fois que le docteur Morel était présent. À l'époque, je pensais qu'elle se préparait à mourir. Maintenant, je me demandais si elle se préparait à autre chose. Ce soir-là, j'ai appelé mon meilleur ami, Mathieu. Lorsque je lui ai raconté ce que j'avais entendu, il est resté silencieux pendant plusieurs secondes. Puis il a dit, « Daniel, si ta femme n'est pas en train de mourir, tu n'as pas affaire à un problème de couple. Tu as affaire à un crime. » Le lendemain matin, j'ai engagé un détective privé nommé Victor Bennett, un ancien policier. Je lui ai donné tous les détails. Son conseil était simple, ne la confronte pas encore. Alors je suis retourné à l'hôpital et j'ai continué à jouer le rôle du mari dévasté. J'apportais des fleurs à Émilie. Je lui tenais la main. Je l'embrassais sur le front. J'écoutais le docteur Morel expliquer qu'elle devenait plus faible, mais désormais, je les observais au lieu de les croire. Quelques jours plus tard, Victor m'a appelé. La première biopsie n'a jamais confirmé un cancer en phase terminale. Le résultat était non concluant et pouvait même être bénin. Une 2e biopsie avait été prescrite sous un autre numéro de demande, mais ce résultat avait mystérieusement disparu du dossier médical d'Émilie. Puis Victor a découvert quelque chose de pire. Quelqu'un avait modifié la structure des bénéficiaires de mon assurance vie peu après le diagnostic d'Émilie. Une grande partie de l'argent était redirigée vers une fiducie contrôlée par la sœur d'Émilie, Sophie. J'en ai eu la nausée. Puis Sophie a contacté Victor. Elle était terrifiée. Émilie lui avait dit que la fiducie faisait simplement partie d'une planification successorale. Sophie croyait sincèrement que sa sœur était en train de mourir. Mais lorsque Victor lui a montré les preuves, elle a compris qu'elle aussi avait été manipulée. Et Sophie nous a finalement raconté tout ce qu'Émilie préparait, simuler sa propre mort. Elle et le docteur Morel préparaient de faux dossiers médicaux et un faux certificat de décès. Une fois l'assurance versée, Émilie comptait disparaître avec Morel et commencer une nouvelle vie dans l'Oregon. Soudain, chaque détail étrange prenait un sens. Elle ne se préparait pas à mourir. Elle se préparait à disparaître. Mon avocat m'a conseillé de ne pas la confronter. Si nous révélions le plan trop tôt, il pourrait tout modifier, détruire les preuves et disparaître avant que nous puissions les arrêter. Alors j'ai attendu. Ces semaines ont été une torture. Je continuais à rendre visite à Émilie. Je lui tenais la main tandis qu'elle me disait à quel point elle avait de la chance d'avoir un mari comme moi. Parfois, elle pleurait. Parfois, j'étais sur le point de pleurer aussi. Le plus difficile était de savoir que j'aimais encore la femme que je croyais qu'elle était. Mais je savais également que si j'agissais trop tôt, elle pourrait s'en sortir avec tout. Puis Victor a découvert la dernière pièce du puzzle. Un certificat de décès préliminaire avait déjà été déposé.
Il indiquait le cancer du pancréas comme cause du décès. Il n'y avait qu'un problème. Émilie était toujours vivante. C'est à ce moment-là que nous sommes passés à l'action.